Bonsoir Daniel Delmer, bienvenue au CGJ. Je dis bienvenue, mais vous en faites partie. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Lille, spécialisé en histoire religieuse contemporaine et plus particulièrement en histoire des Juifs et relations entre chrétiens et Juifs. Co-directrice et cofondatrice de Tzafon, revue des études juive du Nord. Hein. Zaphon, ça signifie le Nord. Vous êtes auteur de nombreux livres et articles, citons Antisémitisme et catholique dans le Nord pendant l'affaire Dreyfus, votre thèse de troisième cycle, le communauté juive de la France septentrionale au XIXe, l'entrée dans la nation, votre thèse d'État, euh, l'album La synagogue de Lille, la fondation de l'Église catholique et d'expression hébraïque en Israël, chez Honoré Champion, Les enfants d'Isieux, donc un montage avec photographie. Et je voudrais aussi que vous en rappelez la mémoire chaque année dans le carnet, rappelez la mémoire de votre regretté mari, Jean-Marie Delmer, qui était directeur de l'Institut de recherche en histoire de religion, professeur d'hébreu et de civilisation juive et hébraïque à l'Université de Lille et un des plus grands spécialistes qui soit de l'histoire du sionisme. Là, Merci, je suis reconnaissante de ce de cette petite mention. Merci. bah, c'est, voilà, puis, et tout, je l'avais rencontré parce que vous m'aviez très gentiment accueilli il y a de ça bien longtemps. Ici, je vous reçois, enfin, nous vous recevons, hein, je m'exprime qu'au nom du CGJ, pour un livre que vous avez coécrit, Être juif dans le Nord et le Pas-de-Calais 1939-1945. Il est coécrit. Les autres auteurs sont Jean-Baptiste Gardot, Monique Edubeau, Rudy Rigaud. Daniel Delmer, c'est à vous. Merci beaucoup, merci Claire et bonsoir à tous les participants. Donc, je connais quelques-uns là, des noms qui me parlent. Donc, bonjour à tout le monde. Je vais donc vous présenter exactement un PowerPoint que j'ai réalisé à partir de ce livre. Hein. On reprend le cheminement de ce livre qu'effectivement j'ai écrit avec trois autres historiens donc, qui sont aussi spécialisés dans l'histoire, soit de la Seconde Guerre mondiale dans le Nord, soit l'histoire des Juifs. Rodrigo est docteur, il a passé une thèse sur l'histoire des communautés juives sur le littoral du Nord, et puis tandis que Monique Edbeau et Jean-Baptiste Gardon se sont plus spécialisés sur la Seconde Guerre mondiale, mais les Juifs dans la Seconde Guerre mondiale et dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà un petit peu. Donc, je vais tout de suite vous partager l'écran, vous montrer, voilà, mon écran, partager. Voilà, vous voyez mon écran? Vous Ah, voyez pardon. mon Oui, oui, écran? oui, oui, très, très bien, très, très bien, oui. Voilà. Alors, je laisse sur le côté tout de même les différentes diapositives parce que j'ai besoin de savoir où j'en suis. Donc, je préfère faire ça plutôt que du plein écran. Voilà, donc cet ouvrage donc, que l'on a écrit à quatre est paru en juin 2022. C'était un travail tout de même de longue haleine. L'idée est venue de Monique Edbeau, qui était très longtemps professeure des écoles, que Monique Malamé, qui est pardon, Nicole Malamé, qui est parmi qui est dans la salle, a bien connu parce qu'elle habite Flins, elle était institutrice à Flins, où Nicole Malamé et ses parents avaient une petite entreprise. Et c'est à partir d'ailleurs de la présence de cette entreprise dans son village, près de Douai, que Monique Edbeau est venue à s'intéresser sur la présence des Juifs dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle a travaillé sur les tziganes aussi. Elle a sorti un livre sur la persécution des tziganes dans le Pas-de-Calais. Jean-Baptiste Gardon est donc forme des professeurs de l'éducation. Ça ne doit pas plus s'appeler l'INSPE maintenant, ça change toujours de nom, mais voilà. Et Woody Rigaud qui enseigne dans le secondaire et qui est docteur en histoire. C'est Monique Edbeau qui a eu la première cette idée d'écrire à huit mains, puisque nous sommes quatre, parce qu'elle avait fait beaucoup de recherches et elle voulait un petit peu qu'on l'aide à faire le tri. Et du coup, ben, ça a provoqué des recherches aussi de la part de Jean-Baptiste, qui lui s'est plus spécialisé sur l'arianisation
érudits sur le littoral, et moi j'ai un petit peu, disons, comment dire, organisé un petit peu tout ça. Mais passons vite au sujet. Les communautés juives dans le Pas-de-Calais, quelles sont-elles en 1939? Ça va, vous voyez, c'est assez grand ou est-ce qu'il faut que j'agrandisse? Ça va? La carte. C'est parfait. C'est parfait. Bon. Alors, vous voyez donc le département du Nord et du Pas-de-Calais, avec donc dans l'entre-deux-guerres, certaines communautés remontent jusqu'à à la Révolution française, hein. Mais dans l'entre-deux-guerres, il y a tout de même des courants migratoires qui apportent des familles juives d'abord de Pologne et d'Europe centrale, mais aussi de Turquie. D'ailleurs, je devrais plutôt dire de l'Empire ottoman, parce que certaines viennent avant même la Première Guerre mondiale, quand c'est encore l'Empire ottoman, et quelques-unes viennent de Turquie, donc après la Première Guerre mondiale. Si bien qu'à la veille de la guerre, il y a toutes les communautés, là où il y a des points et des noms, mais ou là où il y a des synagogues, ce sont donc là où il y a des points noirs, enfin foncés, et il y a également du sionisme, des groupes sionistes, notamment à Lens, très, très fort, très important, à Lille et à Valenciennes. Voilà un petit peu comment se présente. Donc, ce sont des communautés un peu, comment dire, mixtes, si je peux dire, en ce sens que il y a des familles qui sont là depuis un certain temps, depuis la Révolution ou le milieu du 19e siècle, et d'autres, en revanche, qui sont là que depuis l'entre-deux-guerres. Alors, c'est surtout à Lille, Roubaix et à Valenciennes que l'on a ce mélange, même sur la côte aussi. En revanche, Lens est une communauté qui surgit dans l'entre-deux-guerres, ex nihilo, il n'y avait jamais eu de juifs auparavant, et qui donc est un profil un peu particulier. C'est une communauté donc essentiellement originaire de Pologne ou d'Europe centrale, et qui a suivi la migration des Polonais catholiques, mais qui ne pouvaient pas faire partie de ces échanges. Durant l'entre-deux-guerres, il y a une forte migration polonaise dans les mines et dans les campagnes aussi, mais c'était organisé par les deux gouvernements polonais et français, mais ça ne concernait que les catholiques. Les juifs étaient exclus de ces organisations d'État et d'État à État, et ils se venaient, eux, par leurs propres moyens. Mais ils ont suivi un petit peu ce courant migratoire. Voilà un petit peu. Ceci dit, qu'est-ce que ça donne dans la société du Nord-Pas-de-Calais? Eh bien, entre Français, Israélites et Juifs étrangers, et j'ai fait exprès de dire Français, Israélites et Juifs étrangers, parce qu'effectivement, d'après le rapport du commissaire de police du 21 octobre 1933, ils ne sont apparemment pas très bien vus. Je vous lis rapidement. En fait, à l'heure actuelle, à part quelques rares exceptions, ce sont surtout des juifs polonais, roumains, etc., qui attirent l'attention. Comme il est dit plus haut, ils se regroupent dans certains établissements, c'est des cafés, hein, ils avaient des cafés un peu particuliers où ils se retrouvaient. Ils conservent leurs attitudes, leur langage, c'est-à-dire le yiddish, et en général ne frayent pas avec les milieux français. En un mot, ils ne font aucun effort pour s'assimiler. Bon, tout simplement, issus de la migration, ils se retrouvent entre eux, ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel, et c'est évidemment ce qui se trouve en général dans les petites communautés, juives ou pas juives d'ailleurs, qui se retrouvent selon le pays d'origine. Cela n'est pas sans inquiéter les autres juifs, ceux qui résident en France quelquefois depuis plusieurs générations. Ils craignent que leurs coreligionnaires étrangers, par la concurrence au commerce local, par leur genre de vie, parce qu'ils sont un peu plus religieux que les Israélites français, et provoquent le mécontentement de l'opinion et peut-être une agitation antisémite. C'est pourquoi parmi les commerçants français qui protestent contre l'immigration actuelle, ce sont les commerçants d'origine juive qui sont les plus ardents à demander leur départ et une étroite surveillance des Israélites nouveaux sur la place. Alors, c'est un peu vrai, c'est vrai que c'est yiddishisant était un peu mal vu des Juifs français, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Polonais, notamment par exemple à Lens, les Polonais catholiques étaient encore bien plus hostiles aux Juifs français que les Israélites français qui se trouvaient là, et finalement les Juifs de Lens avaient à souffrir, enfin, avaient des soucis quelquefois avec leur voisinage catholique d'origine polonaise. Or, ces juifs étrangers
que deviennent-ils? Que font-ils juste en 1939? Eh bien, ils s'engagent massivement dans les régiments de marche des volontaires étrangers. Ce que souvent, d'ailleurs, les juifs actuels parlent de la légion étrangère. C'est pas tout à fait ça, c'est les régiments de marche des volontaires étrangers. Alors, je lis aussi avec vous là rapidement. À partir de Excusez-moi, l'ordre de mobilisation du 2 septembre 1939, tout étranger a l'obligation de se faire recenser et d'opter soit pour l'armée de son pays d'origine ou de s'enrôler dans un RMVE, un régiment de marche des volontaires étrangers, spécialement créé. Témoignage de Georges Wesinski dans un ouvrage de Frank Van Kooren, il score la une famille juive en France entre 1940 et 1944. Eh bien, Georges Wesinski dit, au moment de la déclaration de guerre, tous les gens autour de moi se sont engagés comme volontaires. Et les juifs ressortissants des pays alliés du Reich sont arrêtés et internés dans des camps. Voilà ce qui leur arrive à ces juifs étrangers. Eh bien, ici, c'est Manek Van Kooren, qui est le grand-père de Van Kooren, qui n'hésite pas, avec d'autres camarades juifs étrangers, à se battre pour la France contre l'Allemagne, et il s'engage tout de suite en 1939. Donc voilà un petit peu ce qu'étaient ces étrangers qui n'ont pas hésité à venir au secours de la France. excusez-moi, Daniel Delbert. Bon, je vous laisse. Nous avons accueilli Franck Van Kooren ici au CGJ. Est-ce que vous pourriez peut-être agrandir un petit peu parce que Agrandir oui, l'image, s'il vous plaît, parce que l'image. je suis peut-être pas la seule à avoir quelques On craintes. peut, pardon, on peut l'agrandir soi-même. Merci beaucoup. Encore, je peux encore l'agrandir. Hein. Donc, c'est Malek Van Kooren ici, le grand-père de Franck. Hein. Voilà. Et je peux agrandir, hein, simplement. J'ai besoin de savoir, parce que quelquefois, une image saute, et du coup, j'ai besoin de savoir où j'en suis, mais je peux agrandir un petit peu quand même l'écran. Hein. Voilà. Alors, ensuite, donc, extrait du journal de Robert Michel, ça doit dire quelque chose à, excuse-moi, à Nicole Malamé, parce qu'elle est de la famille Michel. C'est sa famille, Robert Michel, et donc qui avait donc une entreprise à Flins-les-Raches, qui est une petite ville donc près de Douai. Alors il a tenu son journal. Ce qu'il raconte n'est pas particulier aux Juifs. Dès l'invasion par le nord de la France, par les troupes allemandes, c'est la débandade. Donc, ce que décrit là Robert Michel n'est pas caractéristique aux Juifs, mais malgré tout, les Juifs subissent ça avec. Donc, le vendredi 10 mai, à 7 heures, la TSF apprend l'envahissement de la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, et alors là, je tout le monde parce que j'arrive plus à lire, et la moitié de la journée se passe en alerte. Samedi 11, ainsi qu'il avait été décidé, je pars avec Denise et les enfants, donc c'est sa famille. Mes parents qui devaient passer la semaine de la Pentecôte, on est en mai, hein, à Lille, décident de venir à Paris-Plage, donc c'est sur la côte de Pâle. Mi-vacances, mi-évacuation, départ vers 5 heures et arrivée à 7h30. Les lettres n'arrivent plus, les télégrammes sont suspendus, il n'y a plus de communication possible. Dimanche 12 mai, l'après-midi, chez Paulette Blum, nous apprenons que les Allemands ont traversé la Meuse à Maastricht, chez Dinan. Je décide de partir à 18h, de rentrer à Flins, à 20h30, et il est en voiture. Hein. Je vais voir Simone Coulmont, c'est une employée hein, qui tenait les comptes de l'entreprise, et nous décidons de travailler pour mettre à jour la comptabilité. Les flots de Belges également qui quittent le pays traversent toute la région, donc ils logent des réfugiés. Le 15 mai, toujours pas de nouvelles de Paris-Plage où se trouve sa famille. Je pars à 17h pour Arras, presque tous les magasins sont fermés, la ville a été bombardée la nuit précédente. Le gérant, le monsieur Loire, est parti, le magasin est fermé. Je vais à la poste téléphoner à Paris-Plage et les prévenir de se tenir prêts pour partir à Rouen quand je jugerai devoir envoyer une voiture. Je rentre à 9h et loge les réfugiés de Rue. Donc, vous voyez, c'est la débandade. Mais encore une fois, donc, évidemment, la famille Michel est affectée, mais ce n'est pas le cas, c'est le cas de tout le monde à peu près. Voilà. Alors, une fois que les Allemands ont envahi le Nord-Pas-de-Calais, que se passe-t-il? Eh bien, tout de suite, dès juin 1940, le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à la Belgique. Là, à Bruxelles, il y a donc l'Oberfeldkommandatur et le principal, dont dépend
l'Oberfeldkommandantur de Lille et les Feldkommandantur de Valenciennes et d'Arras. Autrement dit, vous voyez que la frontière maintenant, enfin, la frontière reste celle-ci quand même, hein, entre la Belgique. Mais ici, il va y avoir une nouvelle ligne de démarcation, si bien que tous les gens, pas seulement les Juifs, mais tous les gens qui veulent fuir, doivent aussi, après, à partir de juin, traverser une première ligne de démarcation. Ceci dit, comme on l'a vu précédemment, une grande partie de la population a tenté une évacuation dès la mi-mai, mais beaucoup parmi eux sont rentrés parce qu'ils ont tout de suite été rejoints par les Allemands. En revanche, pour les familles juives qui fuyaient l'avance allemande, beaucoup ne sont pas rentrés. Certaines sont rentrées quand même, mais la plupart, c'est le cas par exemple de la famille Michel, qui va se réfugier dans le Massif central, et la plupart des familles ne reviennent pas. Et puis, il y en a qui sont restés aussi. Donc, c'est ce qui va expliquer qu'il y aura tout de même une rafle, malheureusement, un peu plus tard. Ensuite, donc, commencent les premières arrestations. Et ça, c'est très particulier au Nord-Pas-de-Calais, c'est que les premières arrestations, et les arrestations familiales, pas, comme on va le voir après, uniquement les hommes, comme celle de 41 par exemple à Paris. Non, là, dès le 17 décembre 1940, eh bien, des familles sont expulsées. À Boulogne, 54 juifs sont expulsés par les autorités d'occupation pour des raisons de nécessité militaire et transférés au centre de rassemblement de Troyes. C'est la lettre du sous-préfet de Boulogne du Pas-de-Calais du 3 janvier 1941 qui rend compte au préfet de ce qui s'est passé. Pourquoi alors c'est vrai à Boulogne, mais c'est vrai à Calais, et même parce que ça touche le littoral, et même assez loin dans le littoral, parce que ça va jusqu'à Béthune. Et Béthune, c'est tout de même à une bonne cinquantaine de kilomètres du littoral. Pourquoi? Parce que, eh bien, à ce moment-là, on est au moment de la Blitzkrieg à l'Angleterre. L'Angleterre est le dernier bastion en Europe occidentale à résister à l'Allemagne, et que les Allemands ont besoin de nettoyer, je mets ça évidemment entre guillemets, de nettoyer la région et de les nettoyer de ces étrangers et surtout des Juifs qui sont, on le sait, toujours entre guillemets, les ennemis du Reich. Et c'est bien évidemment, même un bébé qui va être arrêté, hein, vous voyez, il y a tout de même des enfants qui sont arrêtés, eh bien, c'est un grand ennemi du Reich. Donc voilà, vous voyez, ça c'est très particulier dès ce moment-là. Alors ils ne sont pas déportés, enfin ils ne sont pas encore déportés. Ils sont simplement transférés vers un centre de rassemblement à Troyes. Mais évidemment, là, ils y resteront, avec des tziganes d'ailleurs. Des tziganes aussi sont arrêtés, mais évidemment, ils y resteront et après, il sera très facile de les trouver pour ensuite les déporter. Avançons un petit peu dans le temps. Voici ici, en 1941, l'année des interdictions et de l'exclusion de la toute vie sociale. Alors, entre autres, avec le statut des Juifs du 3 octobre 1940. Alors, c'est ça la particularité aussi de la région, qui dépend de Bruxelles, mais qui est tout de même soumise également à des décisions prises à Paris. Donc, il y a une double, le préfet de la région doit rendre des comptes à Paris également. Alors qu'il y a là le commandant de l'Oberfeldkommandantur qui est là à Lille et qui, lui, dépend de Bruxelles. C'est bien que vous voyez, il y a un empilement je reprends le mot empilement, vu qui est le terme utilisé par Rudy Rigaud, un empilement des mesures qui s'abat sur les communautés, enfin ce qui reste des communautés juives dans la région. Donc, le statut des Juifs du 3 octobre, bien que la région soit rattachée à Bruxelles, eh bien, et tout de même, les Juifs sont tout de même soumis à ce statut. Alors, entre autres, des interdictions. Alors, s'il y a des Lillois ou des anciens Lillois, ils comprendront très vite avec cette énumération que finalement tout est interdit. Il n'y a plus que 3 cafés, dont le café de la Veuve Campéas, 15 rue Frédéric Mottet à Lille. Alors c'est tout à côté de chez moi à l'heure actuelle. Je suis à peut-être 300-400 mètres de cette maison qui existe toujours, qui n'est plus un café, mais qui existe toujours et qui est toujours habitée par la petite fille de Madame Campéas, de Madame Veuve Campéas. Et puis 2 autres cafés. Alors, bon, les rues existent toujours, mais j'avoue que je reconnais mal les maisons. Et alors, pour les Lillois, ben c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de verdure à Lille, mais c'est le peu de verdure qu'il y a, tout leur est interdit, hein, les jardins, etc. Voilà, ils ne peuvent pas non plus s'asseoir sur les bancs publics, utiliser les bains publics, etc.
Donc voilà, ceci dit, ce n'est qu'un aspect des, des interdits. Et il y a également, dès 1941, les premières incarcérations. Alors là, ce sont des arrestations d'hommes, un peu comme pour la rafle du billet vert, si vous connaissez cette histoire à Paris. Il n'y a que des hommes qui sont arrêtés, et pas tous les hommes en plus. Vous pouvez remarquer que donc là, il y a, je sais, 3 et 3, 6 et 3, 9, 11 hommes qui sont tous nés en Russie ou en Pologne, ou dans la partie d'ailleurs polonaise de la Russie, car ils sont accusés d'être des judéo-bolcheviques, et donc accusés de bolcheviques. Or, parmi ceux-là, je connais bien, non parce que il est décédé, mais je connais bien son fils, Joseph Brenner, le fils de Joseph Brenner maintenant est nonagénaire, mais enfin il habite toujours Lille, et qui est né à Odessa en 1908. Et s'il est à Lille à ce moment-là, et en fait, sa famille a quitté en 1917 parce que justement, il quittait le bolchevisme. Or, il est arrêté là, accusé de bolchevisme. Il avait même pas 10 ans quand il a quitté la Russie, donc on pouvait pas, c'était un prétexte que de l'arrêter pour bolchevisme. Et en fait, son parcours, justement, c'est d'Odessa, il va en Turquie, et après de Turquie, ils viennent en France. La famille Brenner, c'est le parcours de la famille Brenner. Voilà. Alors, ces hommes, donc uniquement des hommes, hein, pas de famille, ces hommes sont donc incarcérés à la forteresse de Huy, en Belgique, enfin, c'est du côté de la Meuse, dans l'est de la Belgique, et du côté de Namur. Et il n'y reste que quelques mois, ils sont libérés, vous voyez, pas tous en même temps, d'ailleurs en 1942. Et malheureusement, certains vont être arrêtés un peu plus tard, notamment, vous voyez ici, certains, heureusement, ne le seront pas. C'est le cas, par exemple, de Joseph Brenner. On va retrouver son histoire qui, justement, parvient par un tas de détours, essayer de prouver qu'il n'est pas juif, alors qu'il l'est. Voilà. Donc, premières arrestations, premières incarcérations qui peuvent déjà alerter les personnes. Et évidemment, un tas de mesures, de nombreuses mesures, spoliation, exclusion. Ici, on a retrouvé donc dans les archives, AD, ça signifie Archives départementales 59 du Nord, une, une affiche qui résulte en fait de la spoliation d'une entreprise à Roubaix, une entreprise de vêtements qui appartient à monsieur Joseph Hirsch, dont je connais le fils, c'est un de mes collègues à l'université, et donc qui est victime de cette arianisation, et on met en vente non seulement son appartement, hein, son commerce, mais son habitation également, vous voyez, son habitation. Alors, donc, il n'est pas le seul, bien sûr, malheureusement, d'autres subissent cette spoliation. Ici, je vais peut-être essayer d'agrandir un petit peu ici. Voilà. Donc, ça émane de la grâce commandanture de Douai, à monsieur le préfet de Douai, d'après la deuxième ordonnance concernant les juifs, paragraphe, etc., etc., il est interdit aux juifs d'avoir des appareils de TSF en leur possession, donc la radio. Vous voyez. Donc, les juifs vont être obligés de, de rendre leur radio et ils sont donc aussi privés de communication. Voilà. Autre mesure, le marquage. C'est aussi 41-42, donc vous voyez une carte d'identité avec en grand et en rouge la mention juive de Simone Zegoriano, qui est née en 1925 et qui habite Lille, rue de Fleurus à Lille, et qui a donc cette carte d'identité qui date du 3 mai 1943. Elle s'appelait Simone, elle avait francisé son nom, elle était née à Paris, voilà, en 1925 à Paris. Elle vit toujours, elle va avoir bientôt 100 ans, elle vit toujours à Paris, mais ses parents étaient originaires de Turquie et s'étaient installés à Paris justement dans les années 20, étaient venus ensuite s'installer dans le nord ou à Dunkerque, où après ils se sont réfugiés à Paris parce qu'il y a eu une bataille à Dunkerque très, très meurtrière en 40 et donc la population civile a évacué vers Lille. Elle fait partie de ces
familles qui sont venues s'installer à Lille, des associations qui s'installent à Lille, et je vais vous en reparler après. Malheureusement, elle était arrêtée, mais vous voyez, elle a survécu. Je vais vous en parler encore après. Donc, elle est marquée. Voilà. Autre, essayer de contourner la persécution. Donc, soit on prend une autre identité, on prend un autre nom. Les familles originaires de Turquie parviennent à faire croire qu'ils sont musulmans. C'est le cas de Clara Campeas. Vous vous souvenez? La veuve Campeas qui avait un café. Donc, elle parvient à prouver que elle est veuve, mais son mari s'appelait Israël Campeas. Elle était née Lévi. Alors, c'était un peu difficile de dire qu'elle n'était pas juive quand on s'appelle Lévi. Mais par bonheur, son mari s'appelait Campeas. Donc, elle parvient à obtenir un certificat d'autorité musulmane à Paris. Sa petite fille n'a jamais réussi à me dire exactement en qui, mais qui prouve que, en fait, Monsieur Campeas s'appelle Ismaël Campeas et il est musulman. Si bien qu'on va le voir un peu plus tard, elle parvient aussi à passer entre les mailles du filet. Mais je vais y revenir aussi. Et d'autres familles originaires donc de Russie viennent d'obtenir la preuve qu'ils sont orthodoxes. Alors là aussi, je vais peut-être agrandir pour pouvoir lire. Voilà, l'Église, donc c'est la traduction de ce texte ici, donc qu'on a obtenu de Constantinople, hein, texte en français, donc du Conseil épiscopal. L'Église russe orthodoxe de Saint-Nicolas de Constantinople, Istanbul en Turquie, délie ce certificat sous le sceau du Conseil épiscopal de l'Église russe en cette ville à Madame Sophie, alors là c'est un peu difficile à lire son nom, mais qui est donc fille de Joseph Brenner. Vous vous souvenez, on l'a vu, Joseph Brenner, hein, qui avait déjà été arrêté. Donc la famille Brenner, qui originaire d'Odessa, passe par la Turquie, parvient à obtenir cette preuve qu'ils sont non pas juifs mais orthodoxes grâce à une partie de la famille qui est restée à Constantinople. Et donc, ils peuvent prouver qu'ils ne sont pas juifs mais qu'ils sont orthodoxes. Alors, ensuite, malheureusement, nous arrivons maintenant à cette fameuse rafle du 11 septembre 1942. Il y a eu des arrestations, il y a eu des incarcérations, puis des gens qui ont été libérés, mais les rafles véritablement avec déportation cette fois-ci, déportation vers les camps de la mort, enfin Auschwitz, le plus souvent, enfin toujours. Donc c'est la grande rafle commence, donc pardon, excusez-moi, ces rafles commencent déjà dès la fin du mois de juillet 1942. Alors les Juifs raflés dans le Nord-Pas-de-Calais sont déportés non pas par Drancy, mais par Malines, qui se trouve près d'Anvers, en Belgique, parce que nous dépendons ici du gouvernement militaire, du commandement militaire de Bruxelles, si bien que les Juifs sont déportés par Malines, comme les Juifs de Belgique. Et le premier convoi qui quitte le Malines, c'est une caserne qui s'appelle la caserne d'Ossat. Avant d'être déportés, ils sont internés dans cette caserne. Eh bien, le premier convoi qui part le 4 août 1942, il y a déjà des Juifs qui font partie de ce convoi, notamment une petite fille, Micheline Tachler, qui fait partie de ce convoi du 4 août 1942. Mais la plus grande rafle est celle du 11 septembre 1942, qui se passe au petit matin. Alors, par exemple, ici, on voit une famille complètement décimée. Enfin, seul le papa reviendra, mais les trois petites filles, qui sont toutes nées à 18 mois de différence, l'aînée c'est 36, 38 et 40. Vous voyez, donc c'est vraiment de tout jeunes enfants qui sont déportés. On va passer tout de suite. Voici aussi, je vais vous raconter après comment s'est passée cette rafle. Voici ici aussi, rien que pour Lens, une plaque qui a été apposée par l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés à Lens, où l'on voit tous ces enfants qui ont été raflés, car à Lens, la communauté a énormément souffert de cette rafle. Le plus jeune, vous voyez, Joseph Josefovitch, a 1 mois et demi. Donc, tout cet ensemble. Et que se passe-t-il alors dans ce 11 septembre 1942? Ce 11 septembre 1942, c'est la fête de Rosh Hashanah. Et évidemment, les Allemands
au courant de ce calendrier des fêtes juives, n'a choisi cette date bien intentionnellement. Parce que certaines familles d'ailleurs s'étaient déjà dispersées et finalement quelques familles, notamment par exemple ici, la famille Berenson, vous voyez Mathilde et Rosine Berenson. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être vu le film Mathilde et Rosette, qui raconte l'histoire de Mathilde et Rosine Berenson de Lens. Et en fait, les parents avaient déjà, avant le 11 septembre 1942, avaient déjà mis leur petite fille, leur fillette, à l'abri dans une famille dans la région de Lensoise. Et puis, pour la fête de Rosh Hashanah, ils les ont fait revenir à la maison et malheureusement, eh bien, Rosine et Mathilde ont été arrêtés et déportés le 11 septembre 1942. Donc, les Allemands ont choisi cette date intentionnellement car ils étaient à peu près sûrs de pouvoir arrêter un grand nombre de personnes. Si bien qu'au petit matin du 11 septembre 1942, les familles sont arrêtées à Lens, à Valenciennes, à Douai, à Lille. Sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la côte, il n'y a plus personne arrêté puisque tout le monde a été arrêté et évacué vers Troyes. Donc, il n'y a plus personne sur la côte, mais il y a donc ces juifs dans ces principales villes. Et puis, il y a encore quelques personnes aussi, notamment du côté d'Avesnes, qui sont arrêtées un peu en même temps. Enfin, les principales communautés, c'était Lille, Valenciennes, Douai et Lens. Alors, ils arrivent donc en gare de Fives, telle qu'elle est, enfin ça c'est une photo un peu ancienne, mais enfin voilà un peu à quoi elle ressemblait. Ce n'est pas véritablement une gare de voyageurs, encore qu'il y avait une halte, mais ce n'est pas véritablement une gare de voyageurs, c'est en fait une gare, vous voyez, où il y a ici ce qu'on appelle les rotondes, voilà la gare de Fives. C'est un plan qui date de 1950, mais c'était tel que c'était au moment de la rafle. Et c'était en fait un garage, si je puis dire, parce que les locomotives étaient donc dans ces rotondes. Et vous voyez qu'il y a des rails ici, des voies ferrées qui permettent à garer une locomotive là, etc. Et là, il y a des bureaux, voilà, où travaillent enfin, des cheminots travaillent à la gare, à l'entretien des machines, à l'entretien des trains, et là, il y a des bureaux. C'est une Fives, un ancien village qui a été annexé à la ville de Lille, et c'est un quartier très populaire. C'est un quartier, vous voyez, il y a une grande usine, l'usine de Fives-Lille-Caille, qui était une usine de sidérurgie-métallurgie, et un peu plus loin, là, on ne le voit pas sur le plan, mais il y avait aussi les ateliers d'Élème, qu'on appelait, c'était les ateliers de la SNCF. C'est donc une population très ouvrière, très populaire, et qui est aussi très syndiquée. C'est dans cette zone-là, ici un peu plus au nord, qu'est né le premier mouvement de résistance dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a dès fin 40, début 41, qui a pris pour nom la Voix du Nord, qui est devenu après le grand quotidien de la région, mais c'est d'abord un mouvement de résistance. Donc ça, c'est important de retenir que c'est une population déjà très mobilisée. Et il y a des arrestations après de résistants communistes. Donc c'est une population qui est, je dirais, presque, excusez-moi l'expression, dans ces starting blocks dès qu'il faut réagir pour quelque chose. Ils sont prêts à réagir en cas de coup dur à mener. Alors, que se passe-t-il? Les Juifs arrivent donc au petit matin de Lille, et ils sont là, ils restent dans le train, ils sont là à vaquer un petit peu dans la gare, bien sûr sous surveillance allemande. Arrive un train de Lens, arrive un train de Valenciennes et de Douai, et qui amène dans le courant de l'après-midi des Juifs dans cette gare. Si je prends un plan de l'époque, voilà, vous voyez, en fait, c'est à peu près la même chose. Je vais essayer de... Si on voit un petit peu encore, vous voyez que ça, ici, c'est ça. Vous voyez, on retrouve simplement ces tournées, mais vous voyez ce triangle et les rotondes. Voilà le triangle et les rotondes. Et ici, les bureaux. Je reprends, vous voyez, les rotondes, le triangle dont je vous parlais,
la remise des machines, le dortoir, les bureaux. Voyons un petit peu les témoignages, puisqu'il y a des gens, une soixantaine de personnes qui ont pu échapper à cette déportation en gare de Lutfield. Le témoignage de William Sharfman, que j'ai récolté dans les années 90, que j'ai publié donc dans cette revue en 92. La première action de cheminot fut de sauver les enfants. Je me rappelle que ma mère me confia un homme et que par une fenêtre, je passais du quai de la gare à un bureau. Puis de ce bureau, j'accédais à la rue en franchissant une autre fenêtre et je fus alors conduit dans un café où je retrouvais d'autres enfants. Donc, la maman le confie à un homme, il passe par une fenêtre du quai de la gare à un bureau et de ce bureau, là, sur un quai, le bureau. Évidemment, il ne va pas passer par la porte, il passe par une fenêtre et hop, il se retrouve ici au café Sarrazin, où il y a déjà d'autres enfants. Il n'est pas le premier à être sauvé par les cheminots. On continue son récit. Une demi-heure à trois quarts d'heure plus tard, ma mère avec ma sœur dans les bras, car il a été arrêté rue Sainte-Anne-à-Lille avec sa maman. Le papa était déjà parti vers le sud essayer de trouver un autre refuge. Mais il restait donc sa maman avec sa petite sœur. Donc, ils ont été arrêtés tous les trois. Une demi-heure à trois quarts d'heure plus tard, ma mère avec ma sœur dans les bras me rejoignit dans ce café. Par la suite, elle m'a raconté que profitant de l'inattention d'un soldat allemand, elle passa du quai dans un bureau. Les agents de la SNCF l'avaient caché puis entraîné dans la rue pour l'amener au café où je me trouvais. Donc, elle suit à peu près le même trajet, sauf qu'elle reste un peu plus longtemps, un peu plus cachée, et elle se retrouve là dans le café. Je dis le café Sarrazin parce que c'est le nom du tenancier du café, ce qu'on appelait un estaminet dans le Nord. Alors, je reviens un petit peu sur ce témoignage. Ce témoignage n'est pas complet. Il m'a raconté un peu plus tard pourquoi sa maman était venue plus tardivement. C'est que cette maman, donc, le cheminot vient vers elle, lui propose de sauver son enfant. Elle accepte. Puis tout d'un coup, elle pense qu'elle a donné son enfant à n'importe qui, un inconnu qu'elle ne le reverra peut-être jamais. Donc, elle revient sur sa décision, elle retrouve le cheminot et le cheminot, à sa demande, à la demande de la maman, accepte de sortir la maman et la petite fille. Donc là, dans le premier cas, c'est le cheminot qui va vers la maman pour sauver, et dans le deuxième cas, c'est la maman qui demande au cheminot d'être sauvé. Je reviendrai là-dessus, c'est important. Et donc, voilà, heureusement qu'elle a eu ce réflexe. Du coup, elle sauvait, sinon, quelques jours après, elle était à Auschwitz. Voilà. Alors, autre témoignage, celui de François Dambin, qui parle d'après les souvenirs de son père, Charles Dambin. Le train s'est arrêté sur le quai. Donc, lui, il vient de Douai, c'est ça. Donc, le train arrive en Fives. Sur le quai, il y avait des chiens policiers. Mon père était à côté de la porte. Un cheminot est passé, lui a dit « Suis-moi ». Il lui a mis un seau dans les mains, lui a donné un grand coup de pied aux fesses. « Feignant, tu vas te mettre à bosser ». Il était alors devant un mur de 2 mètres de haut. Il se retrouvait de l'autre côté. Et donc, en fait, c'est très probablement ici, de ce côté-ci, qu'il a fait sauter, qu'il est parti aussi, parce que cet estaminet a récupéré quasiment une grande partie des personnes qui sont sorties de la gare. Donc là, d'après ce récit, vous voyez, là, c'est un cheminot qui propose à la personne juive de sortir et qui donc le fait passer pour un employé de la SNCF. Je reviendrai sur ce sac-là, mais je vais d'autres témoignages. En revanche, si donc des Juifs ont été sauvés par les cheminots, si souvent, effectivement, ce sont les cheminots qui ont proposé leur aide, et je pense qu'il ne faut pas s'en tenir à ce récit et qu'il est bon également d'écouter aussi d'autres témoins, comme par exemple celui de Jacqueline Mandelbaum qui tient ce témoignage de ses parents, Toba et Labus Mandelbaum. Alors, d'abord, Raflé à Lens, Toba et Labus Mandelbaum, donc Raflé à Lens arrive en gare de Fivelil. Descendu sur le quai, Toba parvient à convaincre un cheminot de l'aider à sortir de la gare. Donc là encore, vous voyez, c'est Toba qui demande au cheminot à sortir de la gare. Et le cheminot accepte. Elle ne pouvait pas sortir toute seule, c'est évident, il fallait tenir. Mais c'est elle qui prend l'initiative. Alors, il lui explique que la voie suit une courbe, peu après la gare, donc vous voyez, il accepte de l'aider. Alors, le train ralentira et elle pourra sauter.
Il attendra près du mur, à une échelle, et le plan a réussi. Alors, donc, ici, voilà. Ici, c'est sans doute ici. Et plus loin ici, il y a une courbe. Enfin, on voit qu'elle s'amorce. Et donc, elle va pouvoir sauter ici et rejoindre ici par la rue de Bavet et sortir par cette voie-là. Alors, le cheminot retrouve les bus qui restaient en gare. Alors, ils avaient décidé d'essayer de sortir de la gare avec l'aide des cheminots, mais séparément, parce qu'ils avaient déjà un petit garçon, Daniel. Jacqueline est née après la guerre, mais Daniel était né en 40, il était caché dans un home d'enfants dans la région d'Amiens. Si bien qu'ils avaient décidé de se séparer et de sortir séparément au cas où s'il arrivait quelque chose à l'un d'entre eux, il en restait tout de même encore un autre pour récupérer le petit Daniel. Alors, le cheminot retrouve les bus qui restaient en gare. Le cheminot s'approche avec les remerciements et les bus interrogent. Donc, ils se retrouvent. Hein, le cheminot retrouve les bus. Donc, les bus interrogent. Moi aussi, je veux sortir. Il est trop tard, les Allemands sont devenus méfiants et renforcent le contrôle, répond le cheminot. Donc, le premier geste du cheminot, qui a déjà sauvé d'autres personnes, hein, qui a déjà fait sortir, notamment Tauba, eh bien, là, il se rétracte parce que, effectivement, il y a un tel brouhaha que les Allemands sont méfiants. Et là, les bus répondent, ce n'est jamais trop tard. Est-ce que vous ne pouvez pas me faire sortir me faire passer pour un de vos collègues? Et c'est moi qui ai souligné en gras parce que vous voyez là encore une fois, comme pour la maman de William Schaffman, c'est le juif qui dit comment sortir. Et lui, il dit même au cheminot, mais il lui dit comment il faut faire. Et le cheminot acquiesce, ce qui mérite d'ailleurs d'être reconnu par les nations. Il a été reconnu par les nations, ce cheminot. Les agents intérimaires ont été recrutés pour cette journée particulière. Ils portent un brassard noir qui leur sert de laisser-passer auprès des sentinelles allemandes. Le cheminot donne à Lébus un brassard qu'il avait dans sa poche, un porte-bloc et un crayon pour faire semblant de prendre des notes. Donc, vous voyez, là, c'est important. Encore une fois, c'est le juif qui dit comment faire. J'insiste beaucoup là-dessus, alors que la plupart des juifs ont accepté l'aide des cheminots qui sont allés vers eux. Mais c'est important d'avoir ce double récit et de ne pas imaginer que les juifs ont été, se sont laissés emporter sans réagir. Pas du tout. Ils ont pris leur sort en main. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, dans l'historiographie de l'historiographie des Juifs de France pendant la guerre, il est reconnu que la plupart des Juifs ont pris leur sort en main. Et c'est eux qui sont allés bien souvent vers leurs sauveteurs. Alors, ils ont trouvé des sauveteurs, mais c'est eux qui bien souvent sont allés vers des sauveteurs. Et un autre cas, qui est rare sans doute, mais quand même qu'il faut signaler, c'est le cas donc de Léon Schwartz. Alors, le récit vient de Richard Schwartz, son fils. Toute la famille, mes grands-parents et mon oncle Henri et mon père Léon étaient arrêtés et conduits à Lens lors de la grande rafle du 11 septembre 1942. Avec tous les raflés de la région de Lens, ils ont été transportés jusqu'à la gare de Filles. Là, mon oncle, donc Henri, qui avait 19 ans, était bien décidé à s'évader. Donc, vous voyez, là aussi, c'est lui qui décide, c'est lui qui veut s'évader. Mon grand-père, lui, a alors demandé de s'évader avec mon père, donc son jeune frère, qui n'avait que 15 ans, et dans sa fille de ne pas se séparer de lui. C'est la pagaille à la gare. Ça, c'est le témoignage de tout le monde à peu près. Mon oncle et mon père ont réussi à sauter du train lorsqu'il a dû ralentir car ils s'engageaient dans une courbe. Donc, vous voyez, c'est le même scénario, si j'ose dire, que pour Tauba, c'est dans la courbe, ils vont pouvoir sauter. Tous les deux ont entendu les tirs de mitraillettes qui ne les ont pas atteints. Un Allemand aurait tiré en l'air. Ils se sont échappés du train et sont sortis de la gare en escaladant un mur sans l'aide des cheminots. Et cette fois-ci, j'ai souligné parce que c'est Richard Stark qui m'a dit « Et tu sais, c'est vraiment sans l'aide des cheminots ». Donc, il a insisté. Ceci dit, je dois vous dire que j'ai été accusé par un grand pontife de la SNCF d'avoir prétendu qu'à FIT, les cheminots n'avaient rien fait. C'est pas, j'ai jamais dit une chose pareille, jamais je ne dirais ça, mais pour le cas de la famille de Richard Schwartz, eh bien, son père et son oncle sont sortis sans l'aide des cheminots. Ils sont sortis tout seuls. C'est le seul cas où ils sont sortis, enfin, que je connaisse. Alors voilà donc, mais il n'y a pas que les cheminots qui ont aidé à sortir, il y a aussi le cas d'une infirmière, France Neubert,
Alors, c'est une infirmière protestante qui appartenait à un hôpital, une clinique plus exactement protestante, qui n'était pas très loin de la gare de Fives. Et le pater protestant de ce quartier avait remarqué cette agitation dans le quartier, avait prévenu ces infirmières, si bien que les directrices de la clinique avaient envoyé une infirmière, une élève infirmière, France Neubert, voir ce qui se passait. Elle se rend à la gare de Fives, elle a un brassard de la Croix-Rouge, donc elle peut rentrer dans la gare et à tout hasard, elle avait pris un sac à dos. Et elle reconnaît Madame Baran, qui elle aussi a été arrêtée avec son fils Maurice Baran, qui a à peu près une dizaine d'années, et son petit frère Michel, qui n'a que quelques mois. Et Madame Baran avait accouché en mai 42 dans cette clinique, si bien que l'infirmière reconnaît Madame Baran. Et elle insiste auprès de Madame Baran pour lui confier le petit bébé. Et elle hésite, Madame Baran hésite un peu, mais comme elle connaît bien, enfin elle connaît à peu près France Neubert, donc elle accepte et France Neubert met ce petit bébé dans ce sac. Il est évident que ce bébé qui est déjà arrêté depuis le matin de 5 ou 6 heures du matin, qui n'a peut-être pas bien mangé, qui l'a enfermé dans ce sac, s'agite et crie. Et France Neubert, au moment où elle doit passer un barrage d'Allemands, enfin de garde, et juste au moment où elle doit passer, il y a une machine à vapeur, à l'époque c'est des machines à vapeur, qui se met à siffler. Alors, si certains d'entre vous se souviennent des machines à vapeur, ça fait du bruit. Donc, tout le monde tourne le regard vers cette machine et elle en profite pour sortir de la gare et elle sort ce bébé de la gare. Alors, ce sac, vous voyez ici, c'est le bras de la fille de Michel Baran. On a fait apposer une plaque en souvenir de France Neubert et de ses directrices à la clinique. La clinique existe toujours et elle était venue, bien sûr, Michel Baran était déjà décédée, elle était venue pour la position de cette plaque, elle était venue avec le sac à dos qu'elle conserve toujours. Donc voilà aussi. Donc il y a aussi d'autres personnes que des cheminots qui ont fait sortir des gens. Alors à Valenciennes, à Lens, rien ne s'est passé. À Lens, personne n'a pu être sorti. Même j'ai eu des récits où parce qu'ils étaient acheminés à pied de leur domicile vers la gare de Lens, de gestes de réjouissance de la part de commerçants lensois qui étaient bien non contents devoir éliminer des commerces juifs. À Valenciennes et à Douai, il n'y a pas grand-chose non plus qui se passe, mais là, ils n'étaient pas nombreux, il n'y avait pas beaucoup de familles juives. En revanche, à Valenciennes, il y avait déjà pas mal de familles juives, enfin moins qu'à Lille. Et là, il y a eu des secours également, tout du long, non pas par des cheminots, là, ça ne s'est pas passé en gare du tout, ça s'est passé le long aussi, encore une fois, du trajet entre le domicile jusqu'à la gare, où ce sont des voisins ou simplement des gens qui voyaient ça et qui ont proposé à des parents, ou bien alors quelquefois les parents juifs, qui ont donné leurs enfants à des inconnus comme ça. Et ici, c'est le cas d'un papa avec ses 2 enfants qui, lui, se sauve, parvient à se sauver de la maison, et la maison bordait un canal, et il se réfugie dans une péniche et la marinière de la péniche l'accueille tout de suite. Donc, vous voyez, là encore une fois, l'initiative vient du juif, mais évidemment, elle aurait pu au contraire lui dire de partir et au contraire le remettre aux Allemands. Non, elle l'accueille. Donc, voilà un autre exemple. Alors, ce qui s'est passé à Valenciennes est beaucoup moins connu, moins spectaculaire aussi. Or, pourtant, il y a à peu près une bonne trentaine de personnes qui ont pu être échappées aussi à la déportation, raflées, mais échappées à la déportation. Alors, au total, ça fait tout de même plus d'une soixantaine de personnes. Et il y avait 600 noms sur la liste 600 personnes qu'il fallait arrêter. Donc, ça fait plus de 10% qui sont sortis, extraits, exfiltrés de ces rafles. C'est énorme, au nez et à la barbe des Allemands. Alors, avançons un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Nous avons retrouvé dans les archives donc ce commentaire de rapport du commissaire de police qui dit un petit peu comment s'est effectué la rafle. Alors, je vais aussi
agrandir un petit peu. Voilà. J'ai l'honneur de vous rendre compte que donc c'est le commissaire de police hein, qui parle pour le préfet à Lille. J'ai l'honneur de vous rendre compte que conformément aux instructions qu'il m'avait demandées hier, dans le courant de l'après-midi, j'ai mis ce matin à 4 heures, donc vous voyez très tôt le matin, hein, à la disposition de monsieur le commandant de la Feldgendarmerie et de l'os commandant Tour 914, 5 gradés et sans gardien d'une de la mer. Autrement dit, l'initiative vient des Allemands, mais la police française a été obligée, hein, on ne pouvait pas se soustraire, a été obligée d'être supplétive et de fournir tout de même des agents pour arrêter les Juifs. Donc il y a une complicité tout de même officielle de la police et des Allemands. Ces gradés et gardiens ont été chargés par l'autorité allemande de surveiller les immeubles dans lesquels les Juifs étaient domiciliés à l'effet d'empêcher l'entrée et la sortie dans les immeubles en question, jusqu'à l'intervention de la gendarmerie allemande. Autrement dit, ils ne procèdent pas vraiment aux arrestations, ce sont plutôt des supplétifs, hein, ils aident. Donc, il a procédé dans le courant de ce jour à l'arrestation d'un certain nombre, alors il n'est pas très au courant, un certain nombre de personnes, de race juive. Alors évidemment, le terme de race juive, c'est la terminologie de l'époque, et un certain nombre de personnes. Alors, les personnes arrêtées ont été conduites au fur et à mesure à la gendarmerie de l'Ostkommandantur et elles seraient ensuite été dirigées vers la gare de Saint-Sauveur pour être embarquées. Alors, la gare de Saint-Sauveur, c'est une gare qui est très proche de la gare de Fives. Certains ont séjourné un petit peu à la gare de Saint-Sauveur, puis après, ils ont été dirigés vers la gare de Fives. C'est juste à côté, hein, c'est à 200-300 mètres. Alors, les opérations en question ont été effectuées uniquement par le Feldgendarmerie. Il n'a pas été possible de connaître le nombre de personnes arrêtées. C'est pas moi qui ai souligné là, hein, le document est lui-même souligné. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est ici cette dernière phrase. Aucun incident n'a été porté à ma connaissance. Alors, aucun incident n'a été porté à sa connaissance. C'est tout de même un peu étonnant parce que quand même avec ce qui s'est passé, ça fait un remue-ménage dans la gare de Fives, mais il n'en a pas connaissance. Alors, de deux choses l'une, ou bien il en a véritablement un petit peu connaissance et il ne veut pas le dire, ou bien alors vraiment il ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et j'opterai plutôt pour cette dernière interprétation, parce qu'il ne sait même pas non plus un certain nombre de personnes de race juive. Donc tout ça est assez confus, exactement comme ce qui s'est passé en gare de Fives. Alors, qu'advient-il à ces malheureux qui n'ont pas pu sortir de la gare? Eh bien, ils sont donc transférés le jour même à la caserne d'Aussin-Malines. Voici ici une photo qui est très connue, et qui se trouve à l'heure actuelle au musée. Maintenant, cette caserne, enfin, à côté de cette caserne, qui a été transformée en logement de luxe à l'heure actuelle, et qui, donc, en face à un musée de la déportation des Juifs. Et donc, là, on voit un arrivage, enfin, un arrivé plutôt, enfin, l'arrivage, on pourrait mettre ça entre guillemets, c'était les termes de l'époque, de personnes arrêtées avec leur ballot, etc. Et ici, l'enregistrement, donc, des personnes. Voilà, ils arrivent là. Alors, ça n'est pas la rafle du 11 septembre parce que cette photo est datée du 17 juillet, je crois, enfin de juillet 1942. Donc, c'est pas la rafle du 11 septembre. Alors, donc, cette caserne a été transformée en camp de rassemblement. C'est le camp de rassemblement des Juifs et des Tziganes. Les Tziganes étaient dans cette zone-ci, mais les Juifs étaient dans cette zone-là. Donc, raflés vers Auschwitz. Et jusqu'au 31 juillet 1944, une trentaine de convois quittent la caserne, soit 25 000 Juifs déportés. Voilà, donc ils passent par là et ils sont déportés par le convoi 10 qui part le 15 septembre 1942 de Malines et qui arrive le 17 septembre à Auschwitz. Et 17 personnes sur ce convoi sur un millier de personnes reviendra d'Auschwitz. Alors, immédiatement, les cheminots et d'autres personnes ont réussi à sortir des Juifs de cette gare. Mais que faire avec cette soixantaine de personnes? Et puis, dans ce café, il fallait les évacuer rapidement. Eh bien, immédiatement se met en place un comité de secours aux Juifs. Et des enfants juifs donc, sont accueillis dans un établissement catholique de la Bestale. On retrouve ici
Je crois qu'il y a dans la salle d'ailleurs la famille de Lézère. J'ai vu qu'il y avait Daniel, je ne sais plus son nom de famille, mais qui était présent. Donc Charles Lézère, Elgar Lézère, qui donc sont recueillis par l'abbé Stahl dans un patronage pour enfants difficiles. Hein. Ils tenaient un patronage pour enfants difficiles et ils sont dissimulés parmi ces enfants qui sont des enfants de familles asociales. Hein. C'était dur pour certains d'entre eux. Et donc, sauver des enfants, placer des enfants chez l'abbé Stahl, qui n'a pas du tout hésité d'ailleurs à recueillir ces enfants. Et ici, bon, c'est un peu difficile à lire, mais vous voyez, c'est Falil en 46 et qui atteste de tout ce qui a été fait par ce comité de secours qui est présidé d'ailleurs qui a été mis en place par le papa d'Edgar Lézère et de Charles Lézère, qui est Léon Lézère, et qui était originaire d'ailleurs de Pologne. Alors, voyons ici cet organigramme. Ah, là, je vais tout de même faire un peu plus petit, quitte à vous me remettre pour le voir en entier, qui a été réalisé par Monique Elbeau. Le centre, c'est le sauvetage par 24 cheminots et le mouvement La Voix du Nord et Charles de Coninck, qui était un grand résistant, un abbé grand résistant, et par les habitants du quartier de Fives. Car une fois sortir de cet estaminet, les voisins du quartier ont quelquefois pris des enfants, des familles, avant de les confier à d'autres organismes. Alors, il y a d'abord le groupe Pache, qui est un groupe protestant. Pache est un pasteur qui était, comme il était originaire de Suisse, il était germanophone, il était en rapport avec un Allemand à l'Oberfeldkommandantur qui était lui-même pasteur et qui mettait au courant le pasteur Pache d'éventuelles arrestations. Gunther sera assassiné à la fin de la guerre par les Allemands eux-mêmes quand ils auront découvert son double jeu. Mais en 42-43, il peut agir grâce au pasteur Pache, et c'est le pasteur Pache qui avait prévenu les infirmières de ce qui se passait en gare de Fives. Donc, ça va dans ce sens. En gare de Fives, du coup, se met en place le comité clandestin d'aide aux Juifs avec Léon Lézère, René Douce, qui est un cheminot qui va bientôt recevoir le titre de Juste parmi les nations, et puis d'autres personnes ici qui aident Léon Lézère. Et vous voyez, tous ne sont pas juifs. Hein. Simon Prechner est juif, mais il y a Saint-Maxent, Alexandre Rabi est juif, mais tous ne sont pas juifs. Et ils sont aidés, curieusement, par des personnalités, notamment par Madame Karl, qui est l'épouse du préfet, qui est elle-même d'origine juive, mais elle a épousé un préfet qui n'est pas juif, et qui, dans la préfecture même, plus ou moins à l'insu de son mari, mais enfin, on ne sait pas trop exactement ce qu'il savait, et qui fournit d'ailleurs des faux papiers à des juifs et à des résistants, et avec l'aide notamment de l'épouse d'un inspecteur d'académie et de personnalités plus ou moins politiques ou administratives. Alors, il y a un réseau de résistants qui aide ce comité clandestin, notamment enfin, un réseau de résistants assez bien connu, mais il y a également d'autres filières qui viennent recueillir aussi ces personnes, parce que non seulement il faut trouver des plantes, mais quand une famille cache un enfant comme ça, c'est pas si, ou même des adultes, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut les cartes d'alimentation. Il ne suffit pas de les cacher, il faut les nourrir. Et donc, c'est coûteux, et il faut donc des fausses cartes. Alors, il y a la filière protestante avec la clinique Ambroise Paré, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le pasteur Nick, qui, à Fives, accueille dans son presbytère énormément de juifs. Et il y a une forte communauté protestante à Fives. Et ça, c'est aucun membre de la communauté n'a été au courant de ce que faisait le pasteur Nick, et personne n'a vendu le pasteur. La filière catholique avec l'abbé Stahl, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui avait donc un patronage non seulement près de Lille, à Marc-en-Barœul, mais aussi à Bouvines, enfin ça c'est la région de Lille, la Croix-Rouge. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble d'organismes qui se met en place pour continuer ce qui s'est passé en gare de Lille-Fives. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous dire sur le 11 septembre 1942,
continuons un petit peu. Alors, que se passe-t-il après? Eh bien, la traque continue. Et une circulaire donc, de René Bousquet, qui est le directeur général de la police nationale, au préfet. Donc, on a retrouvé ça dans les archives de la préfecture du Pas-de-Calais. AD, c'est 62, c'est le Pas-de-Calais. Et donc, je crois qu'elle mérite d'être lue, cette circulaire. Mon attention est fréquemment appelée sur l'activité d'Israélites fixée dans les localités rurales. On est au 20 août 1943, après toutes les grandes rafles. Soit de leur plein gré, soit à la suite des mesures d'assignation à résidence. Parcourant les campagnes, ces Israélites s'efforcent de se ravitailler auprès de cultivateurs dans des conditions illégales, en se livrant à un marché noir inadmissible de nature à compromettre l'approvisionnement du pays. Comment voulez-vous que des Juifs qui se cachent se ravitaillent de manière légale? Ils ne pouvaient que se ravitailler que de manière illégale. Et un marché noir, le peu qu'ils pouvaient acheter, ils ne pouvaient certainement pas se rendre vraiment dans les campagnes, de nature à compromettre l'approvisionnement du pays. Ce n'est pas quelques familles qui essaient de se nourrir qui vont déséquilibrer tout l'approvisionnement de la France. D'autre part, nombre d'entre eux se livreraient également à une propagande antigouvernementale. Ben ça, on comprend, ils ne vont pas approuver Vichy. Et cet état des choses qui soulève le mécontentement des populations rurales doit cesser. On voudrait bien en conséquence prescrire au service de police de soumettre une surveillance constante des Israélites établis dans votre département. Tout Israélite commet une infraction légale, etc. Donc, après cette arrestation, où quasiment les Juifs se cachent, ils ne peuvent quasiment plus vivre au grand jour, enfin, sauf quelques-uns, on va le voir tout de suite après, la traque continue et on les accuse de marcher non. 1943, nous avançons, et une autre rafle, celle du 28 octobre 1943, et les déportés du convoi Z. Le convoi Z, c'est un convoi qui porte la lettre Z comme Tzigana, mais qui n'était pas des Tziganes, il y avait en fait des Juifs d'origine turque, hongroise ou italienne. Et ils sont arrêtés le 28 octobre 1943. Alors, ils avaient échappé à l'arrestation du 11 octobre 1942 parce que justement, ils étaient originaires de ces pays. Ou bien, comme vous voyez, on retrouve ici Simone Zeguriano, Zelda, qui en fait était née à Paris, mais vous voyez, son papa est né à Constantinople. Vous retrouvez ici Liliane Rosenberg, que vous connaissez peut-être, c'est Liliane Léniel, elle est très connue maintenant en France, elle a beaucoup témoigné parce que sur sa déportation à Ravensbrück et à Bergen-Belsen. Et donc, pourquoi sont-ils arrêtés tardivement? Eh bien, vous voyez que les parents, au moins, étaient originaires de ces pays, qui étaient des pays alliés au Reich allemand, et donc qui n'ont pas été victimes des arrestations de 1942. En revanche, à la fin en octobre 1943, ça tourne mal parmi les alliés de l'Allemagne. Pour les Italiens, Mussolini est en grande difficulté. Enfin, ça commence, Mussolini d'ailleurs, ça commence, la révolte contre Mussolini commence en septembre 1943. Les Turcs, la Turquie commence à se dire qu'elle est peut-être du mauvais côté et commence à avoir des relations avec les ennemis du Reich. Quant à la Hongrie reste assez fidèle, mais justement, c'est aussi à ce moment-là, enfin début 44, en 44, que la Hongrie va arrêter les Juifs massivement pour les déporter à Auschwitz. Donc, en fait, c'est le contexte international qui explique cette arrestation tardive et brutale le 28 octobre 1943. Alors, ils sont eux aussi arrêtés au petit matin, transférés à Malines et déportés, alors non pas à Auschwitz, parce que justement, on essaie de se servir de ces personnes. Les hommes sont déportés à Buchenwald et les femmes et les enfants de moins de 14 ans sont déportés à Ravensbrück. C'est ce qui explique que Liliane Rosenberg, enfin née Rosenberg, son frère Robert et son petit frère André, voilà, qui lui est né en 40, sont déportés à Ravensbrück avec la maman, Charlotte Keller, épouse Rosenberg, tandis que Joseph Rosenberg, le papa, lui, est déporté à Buchenwald, il ne reviendra pas. Alors, sont déportés également la famille Ben-Yakar et Moutal, qui est de la famille de Moutal, voilà ici,
qui est de la famille Brenner. Hein. Vous vous souvenez, le Brenner qui est originaire de Constantinople et qui a obtenu un certificat attestant de l'appartenance à l'Église orthodoxe. Et donc, la famille Brenner échappe, enfin elle se cache quand même, hein, immédiatement après cette rafle, elle se cache, mais la famille Montal, qui est associée à la famille Brenner, elle ne parvient pas à prouver qu'elle n'est pas juive et donc est arrêtée. Au même moment, c'est Clara Campeas, hein, vous vous souvenez, qui a obtenu la preuve que son mari s'appelait Ismaël Campeas, eh bien, elle est arrêtée, et c'est sa petite fille qui ouvre la porte du café, parce que c'était encore café, pour arrêter la grand-mère. C'est sa petite fille qui m'a raconté cette histoire. Et Madame Campeas est transférée à Malines, mais elle n'est pas déportée, parce que justement, elle est l'épouse d'un non-juif. Elle est juive, puisqu'elle est née Lévi, mais elle est l'épouse d'un non-juif, donc elle est internée et elle n'est libérée qu'à la libération en septembre 1944, donc elle est internée tout de même pendant presque un an, où elle va revenir dans un triste état, parce qu'elle a déjà une soixantaine d'années, mais elle n'est pas déportée pour cette raison. Alors, j'arrive à la fin, là, maintenant. Donc, après, les exactions continuent, mais enfin, il n'y a plus grand monde à arrêter. Et puis, ceux qui seraient arrêtables et déportables se cachent. Alors, voici quelques justes parménitations. Le pasteur Nick, donc de Philippe d'Hélène, qui a accueilli dans son presbytère des dizaines de juifs, mais pas seulement. D'ailleurs, en général, les gens qui sauvent des juifs n'ont pas sauvé que des juifs. Ils ont aussi, quelquefois, aidé des résistances. Tout ça, ça allait ensemble. Et donc, avec son fils, le médecin, Nick, son nom m'échappe tout d'un coup, enfin, son prénom m'échappe, mais enfin, peu importe, le docteur Nick, qui était docteur dans le Cambrésis. Et en fait, le pasteur Nick envoyait quelques-uns de ses protégés chez son fils, et le fils qui recueillait ses enfants ou ses adultes même, dispersait les juifs parmi sa patientèle dans le Cambrésis. Le fameux pasteur Pache, qui était en relation avec les infirmières de la clinique Ambroise Paré, et qui est donc en cheville avec le pasteur Gunther à l'Oberfeld-Kommandantur. Madame Roussel, qui était la directrice d'un préventorium, qui a accueilli dans son préventorium du côté de Hirson, enfin très à l'est du département, presque à la frontière, c'est à Trélon, hein, c'est presque à la frontière avec le département des Ardennes. Et elle a même recueilli des enfants parisiens, des enfants, elle a caché une cinquantaine d'enfants dans son préventorium. Mais comme c'était un préventorium, les Allemands n'osaient pas trop s'y aventurer parce qu'ils avaient toujours peur de la maladie. Et ici, c'est la famille de cette Georgette. Georgette, c'est cette... Ah non, je ne vous ai pas parlé de Georgette, j'ai réagi d'un coup. Alors, revenons en arrière, mais très rapidement parce que l'heure passe. Voilà, je vous ai parlé de cette famille Baran et du petit Maurice qui aussi arrive avec sa maman. Madame Baran arrive avec Michel, que Franz Neubert sauve dans son sac à dos, mais elle avait Maurice Baran, qui avait près d'une dizaine d'années, et la famille Baran employait une jeune fille, Georgette, qui avait 18 ans à peu près, et qui s'occupait des enfants, qui était un peu comme la fille de la maison. Maurice Baran a beaucoup témoigné, disant que c'était comme une grande sœur. Et en fait, elle est très attachée à ses patrons. Et donc, quand elle assiste à l'arrestation de Madame Baran et de ses enfants, elle prépare même le petit baluchon pour partir. Et puis, elle se ravise également et elle retourne à la gare. Et là, elle parvient à entrer dans la gare. Ça, Maurice ne sait toujours pas comment elle a pu entrer dans la gare, mais elle retrouve Madame Baran et elle prend Maurice. Alors là, Madame Baran n'hésite pas, comme elle connaît bien Georgette, elle prend le petit Maurice et elle se fait arrêter pour sortir de la gare et elle répond avec un aplomb, mais cet enfant, il a besoin de pisser, il faut bien qu'il pisse quelque part, et donc elle bouscule la personne qui se laisse bousculer et elle sort avec Maurice. Et bien sûr, elle ne retourne pas chez ses patrons, les Baran,
mais elle s'en va à une plage, c'est voilà Georgette, voici sa maman, et qui donc accueille le petit Maurice. Et donc le petit Maurice va être de septembre 42 jusqu'à la libération à une plage. Malheureusement pour lui, ses parents, monsieur et madame Baran, ne reviennent pas de déportation parce que le papa était parti dans le sud trouver un refuge, mais il est pris à la ligne de démarcation et il est déporté, ne revient pas. Le petit Michel, lui, souvenez-vous, il est chez les infirmières à la clinique Ambroise Paré. En 46-47, les infirmières retrouvent Maurice et demandent à la famille de Georgette de ce que les deux enfants se retrouvent ensemble. Et ils ont trouvé d'ailleurs un couple juif qui peuvent accueillir les deux enfants. Si bien que Maurice retrouve son petit frère qui d'ailleurs n'avait jamais vu Maurice quasiment, et ils sont élevés par cette famille Marzac, et c'est pour ça que Maurice s'appelle Maurice Baran-Marzac, et il a écrit un livre qui s'intitule Le petit garçon aux trois vies. Et dernière diapositive, et je m'aperçois que j'ai été très, très bavarde, le fameux, aussi une histoire qui est assez peu connue, mais enfin sur laquelle j'ai écrit, vous voyez, dès 1987, sur les camps des Juifs du Boulonnais, c'est-à-dire que tout le long du Boulogne, vous voyez, Calais, Boulogne, ah voilà, je trouvais plus Boulogne, Boulogne ici, Dunkerque qui se trouve ici, eh bien, à l'été 1942, il y a eu des camps qui ont permis, enfin, où ont été internés des Juifs venant de Belgique, ce n'étaient pas des Juifs de France, venant de Belgique, et qui ont construit le mur de l'Atlantique, hein, qui devait protéger la France d'un débarquement allié éventuellement, et qui ont donc travaillé tout l'été 42 à construire ce mur. Et alors, ça, c'est important aussi à retenir, c'est que en octobre 42, alors que la menace se fait de plus en plus pressante, parce qu'il y a déjà eu une tentative de débarquement un peu plus au sud, eh bien, pour faire l'appoint, si je veux dire, bien sûr, je mets ça entre guillemets, de convois qui devaient partir de Malines, mais que les arrestations n'avaient pas été suffisamment rentables, encore une fois, je mets ça entre guillemets, eh bien, il a fallu faire un complément et on a vidé les camps pour compléter les trains de déportation d'octobre 1942, où on est déjà, le premier convoi est du 4 août 42, on est déjà au 17e et 18e convoi fin octobre 42, avec 1000 personnes pour chaque convoi, et ça fait déjà autour de 18 000 personnes qui sont déjà déportées. Et la Shoah, enfin la solution finale plus exactement, prime sur la défense du Reich, puisqu'on ralentit la construction de la défense du Reich pour satisfaire la solution finale. Voilà, et eh bien c'est mes derniers mots, et j'ai été très, très bavard parce que je vois qu'il est déjà 20h20. Bon, Daniel, vous avez été très bavarde, mais c'est pas un bavardage, c'était magnifique de vous Peut-être écouter. arrêter le partage. Voilà. Voilà, c'était quand je dis magnifique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très beau d'entendre ce travail universitaire de haute, voilà, voilà, ce travail universitaire de haute qualité, et puis aussi, c'est magnifique parce qu'en en, en vous écoutant, hein, d'abord, je vous ai lu, tout le monde ici ne vous a pas encore lu, mais en vous écoutant là ce soir, on comprend enfin, on comprend pourquoi on dit, et c'est vrai, que trois quarts des Juifs français ont été sauvés. Voilà, vous donnez un exemple ici. Alors, il est 20, donc je vous remercie vraiment. Merci beaucoup, beaucoup. Je pense que votre conférence sera écoutée, réécoutée de très, très nombreuses fois.